Jour J pour le sommet Trump-Poutine. Il s'agit du premier sommet bilatéral entre le président russe Vladimir Poutine avec son homologue américain Donald Trump. Les hommes forts de la Maison-Blanche et du Kremlin doivent s'entretenir sur plusieurs sujets, notamment la question de la Syrie. Ce sommet est extrêmement attendu en raison des multiples contentieux qui existent entre les deux chefs d'État. Au programme du sommet, un face-à-face entre les deux hommes avec leur seul interprète, un déjeuner de travail avec leurs équipes et une conférence de presse commune. Leur échange aura lieu au palais présidentiel, au cœur de la ville portuaire, qui a une longue tradition d'accueil de sommets Est-Ouest. Donald Trump, comme ses prédécesseurs démocrates et républicains, a déjà rencontré Vladimir Poutine. Mais le format de la rencontre, comme son timing, font du face-à-face d'Helsinki un rendez-vous à part. Ce sommet est la dernière étape d'un voyage d'une semaine en Europe, au cours de laquelle le magnat de l'immobilier a tiré à boulet rouge sur ses alliés. C'est la 4e fois que présidents américains et russes se donnent rendez-vous dans la paisible capitale finlandaise. Le gouvernement bangladais prévoit de faire durer cette guerre anti-drogue qui rappelle une campagne similaire aux Philippines. L'objectif est de maîtriser les réseaux de drogue. Les autorités assurent que les présumés trafiquants tués sont impliqués dans au moins 10 crimes liés aux stupéfiants. Du coup, 200 personnes ont été tuées en l'espace de 2 mois et 25 000 personnes arrêtées. La directrice exécutive de l'ONG bangladaise Aino Salish Kandra condamne ces exécutions extrajudiciaires et demande des enquêtes équitables pour chacun des morts. Les défenseurs des droits de l'homme soutiennent que nombre de victimes sont abattues volontairement par la police dans des exécutions maquillées en fusillade et que cette opération sert aussi de couverture à des règlements de compte. Ce pays d'Asie du Sud, fort de 160 millions d'habitants, peine à contenir un afflux de drogue. Les plus courantes sont les pilules de méthamphétamine, appelées yaba. En provenance d'Asie du Sud-Est voisine, elles se répandent dans les villes et villages. Des quantités faramineuses et en nette augmentation de pilules de yaba sont entrées clandestinement au Bangladesh depuis la Birmanie, producteur majeur de cette drogue de synthèse. Le mois dernier, l'ONU s'est dite inquiète du grand nombre de personnes tuées dans cette campagne et a appelé les autorités au respect de la règle de la loi. Vote Leave et Believe sont épinglés par la commission électorale de la Grande-Bretagne. Cette dernière a mené une enquête approfondie sur les campagnes menées par ces deux groupes militants pour le Brexit lors du référendum sur le maintien dans l'Union européenne en juin 2016. L'enquête a ressorti des preuves substantielles que les deux groupes travaillaient à un plan commun, ne déclaraient pas leur travail commun et ne respectaient pas les limites de dépenses de campagne légale. Le groupe Believe a dépensé plus de 761 000 € dans Aggregate IT, spécialisé dans la publicité politique en ligne, dans le cadre d'un plan commun avec Vote Leave, selon la commission. Toujours selon cette dernière, ces dépenses auraient dû être déclarées par Vote Leave. Le groupe a dépassé le plafond de dépenses, fixé à 7 900 000 € de presque 565 000 €. Vote Leave devra payer 69 000 € pour plusieurs infractions au code électoral et le fondateur du groupe Believe 22 657 €, le maximum possible pour un individu. La commission a également alerté la police à qui elle a transmis les résultats de son enquête. Un porte-parole de Vote Leave a riposté en affirmant que le rapport de la commission contenait un certain nombre de fausses accusations et d'affirmations incorrectes. Ziad Itani, dramaturge et acteur libanais, avait été arrêté en novembre 2017 pour avoir, selon la sécurité du Liban, collaboré et communiqué avec l'État hébreu. L'homme, la quarantaine, avait été détenu plusieurs mois dans les locaux de la sécurité avant d'être déféré devant la justice militaire. Il a finalement été innocenté et relâché en mars 2018. Une responsable de la police libanaise a été ensuite inculpée pour son rôle présumé dans la falsification d'accusations à l'encontre de cet acteur. Officiellement, le Liban est toujours en état de guerre avec Israël, même si les combats ont cessé entre les deux voisins.
Beyrouth applique un strict boycott des produits israéliens et interdit à ses citoyens d'avoir des contacts avec des Israéliens. D'après Human Rights Watch, l'acteur libanais a indiqué avoir été détenu pendant près d'une semaine dans ce qui semblait être une prison informelle où des hommes en civil l'ont frappé, ligoté, obligé à se tenir dans des positions douloureuses et menacé d'être agressé sexuellement. Itani a dit avoir été maintenu en détention solitaire par la police militaire pendant près de 2 mois, durant lesquels il n'a pas été autorisé à communiquer ni avec sa famille ni avec son avocat. Itani a indiqué lui-même avoir subi ces abus quand il avait refusé de signer des aveux écrits admettant qu'il collaborait avec Israël. Human Rights Watch a appelé lundi les autorités libanaises à ouvrir une enquête sur ces dénonciations. Donald Trump fait machine arrière sur ses propos jugés trop conciliantes à l'égard de Vladimir Poutine lors de leur sommet en Finlande. Si le locataire de la Maison-Blanche avait émis des doutes sur l'interférence de Moscou dans l'élection américaine en 2016, il est revenu sur ses déclarations. Le président américain a assuré admettre les conclusions de ses services de renseignement selon lesquels la Russie a bien interféré dans la campagne présidentielle en 2016. That I have full faith and support for America's great intelligence. J'ai une foi et une confiance totale dans les services américains de renseignement. Je l'ai toujours eu. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour prévenir d'autres ingérences russes dans les élections de 2018. Le président Obama a eu ces informations juste avant les élections de 2016 et ils ont décidé de ne rien en faire. La raison pour laquelle ils ont fait ça est évidente. Ils croyaient qu'Hillary Clinton allait gagner les élections. That was pretty obvious to all. They thought Hillary Clinton was going to win the election. Le président américain a affirmé avoir prononcé une phrase clé de sa conférence de presse en oubliant d'y mettre une particule négative, donnant un sens contraire à son message. L'embarcation transportait des Syriens qui tentaient de gagner l'Europe, d'après l'agence de presse turque DHA. Dans l'immédiat, cette information ne pouvait être confirmée de sources officielles. Le naufrage de cette embarcation est survenu à 16 milles nautiques au large de la ville de Gialouza, située dans la partie nord de l'île de Chypre. Plus de 100 passagers de cette embarcation, qui en transportait environ 150, ont été secourus, mais entre 25 et 30 personnes sont portées toujours disparues en fin d'après-midi mercredi. Au moins 19 corps ont été récupérés. Des équipes de garde-côtes s'activent pour retrouver les personnes manquant à l'appel à la suite de ce naufrage dont la cause n'est pas encore déterminée. Le dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci s'est insurgé après le naufrage. Il a déclaré que la Méditerranée doit cesser d'être un cimetière pour les migrants. Plusieurs naufrages meurtriers d'embarcations de migrants et de réfugiés tentant de rejoindre l'Europe sont survenus au cours des derniers mois en Méditerranée, mais ce genre d'événement reste relativement rare à proximité de l'île de Chypre. Selon des chiffres de l'ONU, Chypre se situe à la 4e place des pays de l'Union européenne s'agissant du nombre de demandes d'asile par tête. Depuis septembre 2014, plus de 1700 migrants ont atteint les côtes chypriotes à bord d'embarcations. Et les autorités de ce pays d'environ 1 million d'habitants tirent la sonnette d'alarme face au nombre croissant de demandes d'asile. L'Organisation des États américains a tenu des assises sur la situation au Nicaragua où prévaut un mouvement de contestation antigouvernementale. La répression des manifestations a déjà fait plus de 280 morts en 3 mois. Face à l'ampleur des événements, l'organisation a adopté une résolution. Celle-ci réitère sa condamnation des violences au Nicaragua, appelant le président Daniel Ortega à travailler avec l'opposition pour fixer des dates pour des élections. Pour la petite histoire, le 18 avril, sur recommandation du Fonds monétaire international, le gouvernement nicaraguayen présente un projet de réforme des retraites
retraite qui augmente, les cotisations y abaissent les pensions de 5%, déclenchant dans plusieurs villes des manifestations initiées par des étudiants qui sont durement réprimés. Au début des mouvements de contestation, les manifestants nicaraguayens dénonçaient la réforme des retraites, depuis abandonnée. Mais le retrait de la réforme ne calme pas la colère et le 23 avril, des dizaines de milliers de personnes, salariés, étudiants, paysans et entrepreneurs manifestent à Managüey pour dénoncer la répression. S'en est suivi la revendication de la démission du président Daniel Ortega du pouvoir. Ce ex-leader de la révolution a été au pouvoir de 1979 à 1990 avant de revenir en 2007. Un nouvel épisode des affaires russes s'est joué ce mercredi dans un tribunal de Washington où une jeune russe adepte des armes comparaît pour avoir tenté d'infiltrer l'appareil politique américain au profit de la Russie grâce au principal lobby pro-armes des États-Unis. Maria Butina, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est accusée d'avoir agi en tant qu'agente non déclarée d'un gouvernement étranger et de complot pour infiltrer des organisations politiques en vue de promouvoir les intérêts de la Fédération de Russie. C'est ce qui ressort de l'acte d'accusation qui fait référence à une organisation militant pour le droit au port d'armes. L'annonce ce lundi de son inculpation était intervenue quelques heures après le sommet entre les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine à Helsinki, où Donald Trump avait semblé exonérer son homologue des accusations de la justice américaine sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016. Il est depuis revenu sur ses déclarations. Robert Discroll, l'avocat de la jeune femme, a réfuté les allégations, affirmant qu'elle avait coopéré avec diverses entités gouvernementales depuis des mois, tout en se sachant l'objet d'une enquête depuis une perquisition du FBI à son domicile en avril. Donald Trump faisait face mercredi à une nouvelle polémique. Il a qualifié le Monténégro de tout petit pays et ses habitants de très agressifs. Et ce n'est pas tout. Il a semblé remettre en cause le principe de défense mutuelle au sein de l'OTAN. Mercredi soir, le Premier ministre monténégrin a été invité à réagir devant le Parlement à Podgorica. Duško Marković essaie de baisser la tension en estimant que les déclarations du président américain n'intervenaient pas dans le contexte de justification de l'existence de l'OTAN, mais dans celui du financement de l'OTAN. Donald Trump a répondu à la question d'un journaliste et il a dit que les Monténégrins étaient courageux, qu'ils ne voulaient pas que des citoyens américains combattent et soient tués pour d'autres membres de l'OTAN. Et il n'a pas dit cela seulement maintenant. Il l'avait dit aussi au sommet de l'OTAN, il l'avait donc déjà dit publiquement, mais pas dans le contexte de justification de l'existence de l'OTAN, mais dans celui du financement de l'OTAN. Les relations de Washington avec les alliés de l'OTAN viennent d'être mises à rude épreuve lors d'un sommet extrêmement tendu à Bruxelles. Et le président américain est régulièrement soupçonné de vouloir remettre en cause l'article 5 de la charte de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, la pierre angulaire de cette charte qui stipule que toute attaque contre un pays membre est considérée comme une attaque contre tous. Cet article n'a été invoqué qu'une fois après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.